C'était cet après-midi sur une plage normande entre Vierville et Port-en-Bessin, une plage rebaptisée Omaha Beach en 1944, une plage où il y a tout juste 50 ans, 2000 à 3000 soldats ont été fauchés en pleine jeunesse pour libérer un pays qui pour la plupart leur était totalement inconnu. Pour célébrer la mémoire de tous ces soldats, ce soir nous sommes sur un haut lieu de la mémoire historique française, le mémorial de Caen, musée pour la paix. Avec sur ce magnifique bâtiment, vous allez le voir, cette phrase en exergue, en guise de témoignage de reconnaissance des habitants pour leur libérateur. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Le mot blessure n'est pas un vain mot, car le 3/4 de la ville de Caen a été détruite lors des bombardements pendant et après ce débarquement du 6 juin 1944. Et cette fracture par laquelle pénètrent les visiteurs de ce mémorial, cette fracture rappelle précisément la destruction de la ville. Ce mémorial que nous allons découvrir ce soir, qui est un lieu vivant qui invite les visiteurs à la réflexion sur le véritable fléau qu'est la guerre. La guerre, la fin de la guerre 44, nous allons beaucoup en parler ce soir dans ce lieu éminemment symbolique. Nous allons essayer de vous en rendre compte le plus fidèlement et le plus complètement possible avec tous nos reporters sur place, tous nos invités pour cette journée aussi historique que chargée. L'un des moments les plus forts de cette journée, les cérémonies à la plage d'Omaha, en présence de l'ensemble des chefs d'État, 19 chefs d'État ou de gouvernement, à commencer bien sûr par le président Mitterrand, mais aussi le président américain Clinton, qui est le premier chef d'État américain à ne pas avoir connu la guerre. Reportage Nicolas Vinclair. Lancé à l'assaut des plages de Normandie. Pour des milliers de vétérans, ces images ont bien plus de valeur qu'un simple symbole, car tous ont en mémoire ce jour où ils crurent mourir. Le 6 juin 1944 à l'aube, 35 000 hommes se lancent à l'assaut d'Omaha Beach. Ils doivent établir une tête de pont et faire la jonction avec les troupes débarquées sur les plages voisines. 6 km presque imprenables. Partout des mines, des barbelés, des blocos. 3000 soldats sont tués ou blessés. La sonnerie aux morts, un moment d'intense trompette et de non moins intense émotion pour les chefs d'État et les souverains des 13 nations invitées, parmi lesquelles le président François Mitterrand, la reine Elisabeth II et le président américain Bill Clinton. Hommage des têtes élues, des têtes couronnées, mais aussi des Français anonymes. Merci, merci à jamais. To all those who gave their life. Il est des moments où l'émotion prend un accent surprenant, mais c'est celui de la sincérité. Thank you very much. L'Europe sauvée ne pouvait être qu'une autre Europe. 340 millions d'Européens, en attendant les autres, se sont dotés de lois communes. Un conflit armé est devenu entre eux inconcevable. Réconcilier les adversaires de la bataille de Normandie marchent désormais du même pas. Et sur Omaha Beach, les vétérans récoltaient cet après-midi un ultime souvenir, ce sable qui gardera éternellement pour eux le goût du sang et des larmes qui y ont coulé, le goût aussi d'une victoire au nom de la liberté. C'est sur cette plage, on l'a dit, que se sont déroulés les combats les plus meurtriers, plus de 2000 morts en une seule journée. On a même parlé de Bloody Omaha et la mer était, selon les témoins les plus sérieux, la mer était rouge de sang. C'est dire si cette commémoration a été l'un des temps forts de cette journée du 6 juin, où étaient présents ceux qui, pour reprendre les termes de François Mitterrand à l'adresse qu'il a envoyée à tous les vétérans présents ici en Normandie, tous ceux qui ont voulu revoir ensemble le théâtre de tant de gloire et tant de souffrance. Benoît Duquesne. Une célébration sans public, c'est encore la meilleure façon de ne pas être débordé par la foule. Une méthode simple, appliquée sans nuance par les forces de l'ordre. Les badauds devront se contenter des falaises pour observer le spectacle, comme les Allemands en 1944. Il y avait des étrangers, il y avait des Européens, on les a refoulés. Je trouve ça absolument lamentable. Et à part le système D, c'est tout ce qu'on a. Hein, les élus locaux, mais là, ils sont là. Nous aussi, hein, c'est notre fête aussi. Heureusement, les vétérans avaient le droit de côtoyer les chefs d'État. Ils sont donc venus en nombre admirer les fanfares et le défilé aérien. Mais à trop regarder la plage, ou bien était-ce la musique, ou les discours, ou leur grand nombre, en tout cas leurs souvenirs leur sont vite remontés à la gorge. Et quand on a débarqué sur Omaha, la sanglante, sous les tirs allemands,
quand la mer démontée vous a englouti la plupart de vos tanks, quand plus de 3000 hommes y sont morts la première journée, ce ne sont pas forcément de bons souvenirs. C'est bien d'être le héros du jour, mais vous savez, il y a ceux qu'on a perdus. Il y aurait beaucoup à dire sur eux. Alors, petit à petit, en marge des cérémonies officielles, ils sont descendus sur cette fameuse plage qui leur a fait si peur. Mario Rosati est resté bloqué de nombreuses heures, comme d'autres, sous le feu des Allemands, comme les autres. Quand les portes se sont ouvertes, il fallait qu'on y aille. Il n'y avait rien d'autre à faire, y aller. Et quand je me suis retrouvé sur la plage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? La plage est belle aujourd'hui. Il n'y a pas d'obstacle à traverser, l'espace est dégagé. Nous, on avait plein de mines. Vous savez, les mines. Aujourd'hui, tout est propre. Peut-être que maintenant, nous aurons la paix. Je suis revenu pour pleurer. Pour moi, depuis 50 ans, mai et juin sont des mois de tristesse. J'espère qu'après être venu ici, j'oublierai un peu ce sentiment. C'était une journée du souvenir sur Omaha Beach. On dénombre au total 27 cimetières entre Avranches et Lisieux, des cimetières qui habitent 37 000 tombes alliées et 80 000 tombes allemandes. C'est dire si l'un des moments les plus émouvants de cette journée de commémoration a été la visite du président américain Bill Clinton au cimetière américain de Colville. Reportage Anne Guéry. Sur l'étendue de croix en marbre blanc, au pied d'Omaha Beach, sur les tombes parfaitement alignées, la sonnerie aux morts a retenti. Les morts, 3986 soldats fauchés par les mitrailleuses et les obus de mortier, morts pour 3000 d'entre eux dans l'obscurité des premières heures du 6 juin 1944, quand ils foulèrent le sable d'Omaha, la plage qu'on appelait la Sanglante. Après l'hommage aux morts, l'hommage à ceux qui ont survécu, le président Bill Clinton leur demande de se lever, et c'est pour eux que l'on joue l'hymne national américain. Pointe-du-Hoc, les pertes furent tout aussi lourdes. 225 Rangers partis à l'assaut des falaises de 30 mètres, 135 hommes ont péri là, là même où aujourd'hui Bill Clinton vient affirmer que l'Amérique n'oubliera jamais. Nous sommes les enfants de votre sacrifice. Nous sommes les fils et les filles que vous avez sauvés de la tyrannie. Nous avons grandi à l'abri des alliances solides que vous avez nouées dans le sang versé sur ces plages, des rives du Pacifique à la pointe du Hoc. À Utah Beach, la relève a chanté pour les anciens, pour ces 23 500 soldats du 7e corps d'armée américain qui ont débarqué là. Ils devaient s'emparer des défenses côtières, ils devaient établir la jonction des bataillons parachutistes, ils devaient prendre Cherbourg. Alors ici, on a pointé 7 canons vers la mer, là où la bataille fit 200 morts. C'est l'écrivain américain Samuel Fuller qui l'a débarqué et qui le raconte lui-même. Avant d'embarquer, a-t-il écrit un jour: nous avons entendu beaucoup de discours passablement stupides, sauf un. Il y a des pauvres types qui doivent faire ce putain de job, et ces pauvres types, c'est nous. Parmi les héros rescapés de cet enfer de Normandie en 1944, environ 30 à 35 000 vétérans qui ont tenu à venir, et parmi eux de très nombreux Canadiens. Aujourd'hui, cérémonie au cimetière franco-canadien de Béni-Revier en présence du Premier ministre canadien Jean Chrétien. Un régiment canadien s'est particulièrement illustré sur ce front, le régiment La Chaudière. Et il faut dire que l'arrivée de ces soldats francophones, mais qui portaient l'uniforme anglais, a quelque peu surpris les populations normandes. Reportage Vincent Guérard. Le voyage s'est préparé cette fois dans un certain confort pour les vétérans de La Chaudière. Malheureusement, les candidats au départ ne sont plus qu'une trentaine.
Vous allez bien? Le major Gosselin a pourtant repris la tête de ses troupes clairsemées pour s'occuper de l'intendance. Car pour ce qui est du débarquement en Normandie aujourd'hui, ça promet. Mais là, il va y avoir des milliers d'autocars. Il va y avoir des milliers de personnes. Donc, je peux pas... Mais le major ne bronche pas. Il en a vu d'autres. Le jeune lieutenant qu'il était se souvient du comité de réception de l'époque. Comité de réception extraordinaire, ils ont commencé à lancer des grenades. Je me souviens. Il se souvient que la mer était forte, que ses soldats étaient malades et que sa barge a sauté sur une mine. À 7h30, les 800 gars de la Chaudière aperçoivent au-delà des portes de la barge qui s'ouvre les premières maisons de Bernières-sur-Mer. Le premier jour, les pertes sont lourdes. 100 hommes sur 800 y laissent la vie. Parmi les souvenirs de ce jour-là au musée du régiment, des rations de survie. Dérisoires, pas vraiment. Les pissettes de bloc, par exemple, ça fait sourire aujourd'hui comme hier. Les pissettes de bloc, écoutez, ça c'était le langage de nos gars. C'était des saucisses anglaises. Qui avaient peut-être servi, je ne le sais pas, mais c'était pas mangeable. Hein? Et le petit sourire discret, vous savez. Mais c'est à peu près le complément de ce que l'on avait dans nos rations d'urgence. Le matin du 6, il eut beaucoup de chance, Maurice Cardinal. Officier de reconnaissance, il fut le premier à débarquer avant le régiment avec 3 hommes pour préparer le terrain. Il est donc passé entre les balles allemandes et à Bernières, les habitants surpris firent connaissance avec l'accent du Québec. Notre français était tout de même apprécié par les Français qui étaient à Bernières-sur-Mer à ce moment-là, parce que je me souviens qu'à peine une demi-heure après le débarquement, il y avait des Français sur la plage qui disaient aux autres Français, là-bas sur la plage, il y a des soldats anglais qui parlent français. Alors c'était nous, ça. Dans les jours qui suivirent, le régiment de la Chaudière s'enfonça à l'intérieur des terres, et les conquêtes furent nombreuses. Pour Léon Gagné, elle s'appelait Catherine et habitait le petit village de Raux. Une vraie histoire d'amour. Avant de retrouver sa belle et l'emmener dans sa cabane du Canada, Léon fit toute la campagne de France, eut les 2 jambes fauchées par une mine, mais son plus mauvais souvenir pourtant, l'attente en Angleterre. Je n'ai pas enrôlé pour défendre l'Angleterre, j'avais enrôlé pour aller défendre la France. Hein? Et puis ils nous gardaient en Angleterre. Pour défendre les côtes. Pendant 4 ans. Pendant 40 ans, c'est un peu trop fort. Hein? Partis de Québec au bord du Saint-Laurent, ils étaient tous volontaires, les gars de la Chaudière. Au musée du régiment, leur plus grand motif de fierté, ce panneau de bois qui, à Bernières-sur-Mer, rappelait qu'ils étaient venus de loin pour délivrer leurs lointains cousins. Le contingent le plus important était bien sûr de loin le contingent britannique avec 75 000 hommes qui ont débarqué par mer, plus 8 000 parachutistes. Présence massive célébrée aujourd'hui bien sûr en compagnie de la reine Elisabeth II, notamment à Arromanches. Reportage Patrice Romden. Le destroyer lance-missile se contentera aujourd'hui de 42 coups de canon pour saluer l'arrivée de la reine en ce lieu qui fut un temps le plus grand port du monde. Qui tient les ports, tient l'Europe, jubilaient les Allemands, déjà maîtres du Havre, de Brest et de Cherbourg. Qu'à cela ne tienne, se dit Churchill, nous apporterons le nôtre. Alors le 9 juin, sur la plage d'Arromanches, éclot une structure artificielle, un port flottant et préfabriqué. 150 caissons géants, pour la plupart aujourd'hui partis au fil des tempêtes, des dizaines de plateformes métalliques, des routes sur flotteurs, un mécano à la mesure de l'enjeu. En l'espace de 100 jours, 2,5 millions d'hommes, véhicules et munitions par centaines de tonnes transitent par ce coin de terre de France. Ainsi déversé, ce flot continu assure le ravitaillement des forces du débarquement. Mais les forces, ce sont d'abord les hommes. La reine et le duc d'Édimbourg, précédés par John Major et le reste de la famille royale, leur rendent hommage. Près de 10 000 vétérans, des veuves de guerre aussi, l'installation du port s'est faite sous le feu ennemi. De la plus grande prouesse technique de la guerre, il reste aujourd'hui quelques vestiges et une certitude. L'opération Overlord n'aurait jamais pu réussir sans ce port baptisé par les Anglais. Port Winston, chapeau, Monsieur Churchill.
La présence française était évidemment beaucoup plus symbolique avec une douzaine de navires, mais aussi quelques aviateurs et parachutistes. À noter bien sûr l'exploit réalisé par le commando franco-britannique, le commando Kiefer, 177 hommes lancés à l'assaut de la plage d'Ouistreham. François Mitterrand a bien entendu cet après-midi rendu hommage à ces hommes qui ont payé très cher l'honneur d'être les premiers à fouler le sol de la patrie libérée. Reportage Vincent Guérard. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine, les vétérans du commando Kiefer, 50 sur 177 à l'époque. Mission de ces hommes à l'aube du 6 juin, débarquer à Ouistreham, s'emparer du central téléphonique, des écluses et du casino. L'entraînement était terrible en Écosse. 50% des volontaires seulement devenaient des bérets verts. Bill Millin, le fameux joueur de cornemuse de Pegasus Bridge, sonnait à leur côté hier, il les accompagne encore aujourd'hui. Il fut témoin lui aussi du courage de Philippe Kiefer, le chef des commandos, qui alla chercher un char pour venir à bout du casino. Voilà le résultat. Mission accomplie pour les 177 Français, mais Overlord, c'était 130 000 hommes. Je ne prétends pas surestimer la part qu'ils ont prise dans le succès de l'opération Overlord. Mais il suffit de se rappeler qu'ils étaient là, au premier rang. 16 appareils étaient annoncés pour leur rendre hommage. Les 4 premiers furent bien là et on attendit en vain les 12 autres. En raison de la météo, seuls 4 appareils ont pu défiler devant nous. Cela fit doucement sourire tout le monde, des vétérans au président de la République. Heureusement qu'Overlord, c'était en 44. Voilà, en 44, vous voyez peut-être derrière moi, nous sommes, je vous le rappelle, dans le mémorial de Caen. Le 6 juin 44 était un mardi, le soleil s'était levé à 5h58 pour ce qui allait être, selon l'expression consacrée, le jour le plus long, l'opération Overlord, de très loin, la plus grande opération militaire jamais lancée. Toutes les hypothèses avaient été étudiées, on sait même maintenant que le général Eisenhower avait rédigé lui-même une sorte d'adresse prenant en compte sa responsabilité personnelle en cas d'échec. Les pertes humaines seront finalement moins fortes que prévues, avec cependant tout de même 10 000 morts, disparus ou blessés au terme de cette première journée. Au soir du 6 juin, 156 200 soldats ont débarqué, dont 13 000 par la voie des airs. Où en étions-nous très exactement à 20 h le 6 juin 44, rappelle Laurent Boussier. 20 h ce 6 juin 1944, le débarquement allié en Normandie est en train de réussir. Dans la journée, presque tout s'est déroulé conformément au plan mis au point par Eisenhower. Largage dans la nuit de 3 divisions aéroportées, 2 américaines et une anglaise, qui malgré de nombreuses pertes dues à la météo, au mauvais balisage et aux accidents, sont au sol et se battent. Destruction des voies ferrées et des lignes de communication allemandes par la résistance française, bombardement des positions côtières allemandes d'abord par l'aviation, puis par la marine, enfin débarquement à l'aube des troupes terrestres sur 5 plages des côtes normandes. Malgré de très rudes combats et de nombreuses pertes, partout sauf à Omaha Beach, les soldats alliés ont atteint une grande partie de leurs objectifs. À 20 h, toutes les divisions prévues sont à terre, 156 200 soldats et près de 20 000 véhicules sont en Normandie. Les pertes, environ 10 300 morts, blessés ou disparus, sont très inférieures à ce qui avait été envisagé. Eisenhower avait parlé de 20 000 morts. Partout, les Allemands ont été surpris, leur système de communication coupé et ils ne reçoivent aucun renfort. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Pourtant, pour les Alliés, la situation reste précaire. À Omaha Beach, les soldats américains ne tiennent qu'une petite tête de pont de 1 à 2 km de profondeur sur 7 km de large et les combats dans le bocage normand restent incertains. Tous les objectifs n'ont pas été atteints, il reste des coupures entre le 5e et le 7e corps américain et entre les Anglo-Canadiens et les Américains. Caen et Bayeux sont toujours entre les mains des Allemands et les lignes de front ce soir-là ne correspondent pas du tout aux lignes de front prévues par les états-majors alliés. De nombreuses poches allemandes résistent, un gros travail de nettoyage reste à faire.
Pierre Miquel, bonsoir. Vous êtes avec nous à Caen. Nous vous suivons et nous suivons vos explications très savantes depuis quelques jours maintenant. Alors on vient de le dire, la situation n'était pas franchement très bonne au soir du 6 juin. Alors qu'ont fait les Alliés pour redresser la barre? Ce qu'ils ont fait, c'est essayer d'abord de joindre les plages de débarquement qui sont toujours au soir du 6 juin isolées. Mais il y a une menace précise, c'est la menace de la 21e division blindée allemande qui avance jusqu'à la côte puisqu'il y a 6 chars allemands à l'heure où on parle qui marchent sur Luc-sur-Mer. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est la surprise. Donc, les chasseurs bombardiers vont décoller d'Angleterre pour attaquer ces 3 divisions allemandes de renfort qui sont la contre-attaque qui va avoir lieu dans les jours qui suivent. Et c'est ça le gros souci de Montgomery qui parcourt la côte au tomber du jour sur un destroyer et qui se demande si l'aviation va pouvoir enrayer l'avance des Panzerdivisionen. C'est ça le souci. Merci beaucoup Pierre Miquel. Alors la parole doit bien sûr évidemment être donnée aux premiers intéressés, aux combattants de la liberté, aux vétérans dont un certain nombre, je l'ai dit, 30 à 35 000 ont fait le déplacement en France. Je vous propose d'entendre maintenant des témoignages de vétérans américains qui ont été recueillis par Rémi Roche. La mer était plus haute, mais tout a changé. Ces maisons n'étaient pas là. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de maison là. Le paysage là-bas derrière n'a pas changé avec ces grandes falaises. Il n'était jamais revenu. 50 ans qu'il a dans la tête les visions d'horreur de ce débarquement à l'aube d'un 6 juin sur une plage française. Gerard Hopkins avait 23 ans. Il était sergent au sein de la première division américaine, la fameuse Big Red One. Militaire de carrière, il a aussi connu la Corée et le Vietnam. Mais c'est de cette plage d'Omaha, Omaha la sanglante, qu'il garde les souvenirs les plus terribles, les images les plus épouvantables. Il y avait des corps partout, c'était une vision terrible. Certains avaient tellement peur qu'ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient paralysés. Il fallait les pousser, les tirer, les guider vers l'intérieur pour qu'ils quittent la plage le plus vite possible, pour qu'ils ne soient pas tués. Moi, ça m'a paru une éternité. J'avais l'impression que ça ne finirait jamais, que la journée ne se terminerait jamais. Je dirais qu'il nous a fallu au moins 2 heures, oui, 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures et demie uniquement pour sortir de l'eau et traverser la plage, et pour rejoindre les falaises et trouver un peu d'abri. Mais pendant des heures, on ne maîtrisait rien du tout. À un point tel d'ailleurs qu'à un moment, il était question de se replier. Visite au cimetière américain de Colville-sur-Mer. 10 000 soldats, de l'homme de troupe au général, y sont enterrés. C'est sûrement le moment le plus dur pour Gerard Hopkins, comme pour tous ces vétérans qui viennent ici, sur les hauteurs de la plage d'Omaha, se recueillir et saluer leurs camarades, morts au combat. L'un de ces vétérans est avec nous ce soir. Nous allons retrouver en compagnie d'Étienne Lénart qui se trouve dans ce qu'on appelle ici le jardin américain. Et Étienne va nous expliquer pourquoi. Oui, bonsoir. Nous nous trouvons effectivement dans le jardin américain, un jardin qui a été inauguré hier. Et la caractéristique de ce jardin est le mur que vous voyez à côté de moi. Chaque État et chaque territoire des États-Unis a envoyé une pierre qui a été scellée dans ce mur, une façon de symboliser le souvenir et la mémoire des soldats américains qui sont décédés pendant le débarquement le 6 juin 1944 et dans les jours qui ont suivi. Alors j'ai à mes côtés Monsieur Chapman, Monsieur Christian Chapman. Monsieur Chapman, vous êtes originaire de quel État? Je suis originaire de New Jersey. Racontez-nous comment s'est passé votre 6 juin 1944. Je crois qu'il a commencé extrêmement tôt. J'étais avec les forces aériennes françaises libres, le squadron 340 de Royal Air Force, et nous faisions partie de Tactical Air Force qui faisait la couverture des plages
anglaise et canadienne, l'est du dispositif. Et nous avons volé toute la journée. Personnellement, j'ai volé le matin, à midi et le soir. Qu'est-ce qui vous avait poussé à vous engager dans cette guerre? À 19 ans, on pense qu'on est immortel et je pensais que si la victoire des nazis fermerait tout avenir à notre génération. Vous avez survolé, je crois, la région de Caen en fin d'après-midi et dans des conditions assez dramatiques. Oui, je crois que ça a été le moment le plus fort pour moi et je m'aperçois aujourd'hui que pour un certain nombre de mes amis français qui ont volé ce jour-là et qui ont fait la même opération, ça a été aussi pour eux le moment le plus fort. Nous avons escorté the 6th British Airborne Division, la division aéroportée anglaise, qui était traînée, c'était des planeurs qui étaient traînés par des bombardiers Lancasters, et ça faisait plusieurs centaines d'avions en l'air, une traînée du premier au dernier d'à peu près 40 km. Ils sont arrivés au-dessus de la côte, sont arrivés pas loin de Caen, et là, il y avait des batteries allemandes anti-aircraft, et il y a eu beaucoup de pertes. Alors, nous voyons des avions et des planeurs qui sautaient en l'air en boule jaune. Et c'était tout de même très émouvant de penser que chaque fois, il y avait 30 garçons. Comment est-ce que vous avez vécu ces cérémonies du 50e anniversaire? Aujourd'hui, vous habitez Washington, vous êtes venu pour l'occasion. Oui, et nous avons vécu, comme tout anniversaire de commémoration, ça c'est d'abord pour les vétérans de se retrouver entre eux pour la première fois. Et puis, la mémoire est un phénomène curieux. Sur le moment de l'action, pendant une guerre, on ne peut pas s'attarder aux pertes d'amis et de camarades qu'on subit. Sans cela, on ne pourrait pas continuer. Ce n'est pas possible. Mais là, nous avons pu tout de même remémorer des camarades qui sont les voix pour la première fois depuis bien des années. Et cela, c'est toujours très émouvant. Merci beaucoup, Monsieur Chapman. Voilà, Bruno, pour ce premier témoignage. Merci beaucoup. Édouard Balladur est à mes côtés. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir fait un petit saut jusqu'à ce mémorial puisque dans quelques instants vous allez présider un dîner officiel à Caen. Je voulais vous demander tout simplement, nous avons tous vécu une journée très riche en émotions. Je voulais savoir ce que vous en avez retenu comme moment fort d'émotion. Nous avons effectivement passé une journée sur plusieurs plages et dans plusieurs lieux où tant et tant de milliers de soldats alliés sont morts pour libérer la France. C'était extrêmement émouvant. Je dois dire que ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est à Ouistreham de rencontrer les survivants du commando Kiefer, qui était un prestigieux commando de la guerre, et de voir là tous ces anciens combattants français, et pour moi l'occasion de dire à ceux qui nous écoutent que certes nous devons avoir beaucoup de reconnaissance pour nos alliés, qui nous ont aidés à nous libérer, mais qu'il ne faut pas oublier non plus le rôle des Français, que ce soit le rôle du général de Gaulle, grâce auquel nous avons été dans le camp des vainqueurs, le rôle de la résistance, le rôle des forces françaises libres, et n'oublions pas qu'au même moment, les Français se battaient en Italie, remportaient des victoires avant de débarquer en Provence, comme ils ont débarqué en Normandie. Le premier soldat allié tué sur le sol de Normandie était un soldat français. Alors sur un plan plus général, plus politique, quelles leçons en tirer pour l'Europe? Est-ce qu'il s'agit d'accélérer une défense commune européenne, par exemple, comme le suggère un peu dans une interview à Libération ce matin le président de la République? Je crois qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis un demi-siècle. Nous avons assuré la prospérité, la liberté et la paix d'une moitié de l'Europe, la nôtre. Et c'est tant mieux pour nous. Maintenant, nous avons un autre devoir historique qui s'ouvre devant nous, c'est de faire en sorte que l'autre moitié de l'Europe, qui s'est libérée, qui a secoué les chaînes du stalinisme ou de l'emprise communiste, puisse, elle aussi, accéder à la paix, à la prospérité et puisse développer chez elle le progrès social. Pour cela, nous, Européens de l'Ouest, nous avons le devoir de les aider. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de proposer un pacte de stabilité pour assurer qu'il n'y aura plus de guerre autre que celle qui ravage la malheureuse ex-Yougoslavie. Je crois que c'est désormais le devoir qui est tracé devant nous et nous l'accomplirons d'autant mieux que nous, Européens de l'Ouest, aurons su renforcer notre union entre nous
pour aider mieux les Européens de l'Est. Je crois que c'est ça le devoir de l'avenir. Une toute dernière question avant de vous laisser aux obligations de votre charge. Certaines voix se sont émues, disons, y compris dans la majorité, sur la présence le 14 juillet prochain sur les Champs-Élysées à Paris de soldats allemands au sein de l'Eurocorps. Est-ce que vous comprenez cette émotion, voire ces réticences? Oui, je la comprends, mais il faut aussi être réaliste. Nous voulons bâtir l'Europe. Nous voulons que la France et l'Allemagne se réconcilient. Elles se sont réconciliées. Nous décidons, pour mieux défendre l'Europe, de créer un corps européen. Il y a là des soldats français, allemands, belges, luxembourgeois, espagnols. Ils existent, si je puis dire. Ce corps fonctionne à Strasbourg, il existe. Ces soldats font des exercices communs. Je trouve que dès lors que nous voulons développer la défense de l'Europe pour dépendre un peu moins des autres et un peu plus de nous-mêmes, je trouve qu'il est normal que l'on tire toutes les conséquences de l'existence du corps européen. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vous allez maintenant les présider un dîner officiel avec, je pense, la reine d'Angleterre. Et je voulais non, il n'y aura pas la reine d'Angleterre. Il y aura quelques chefs d'État et chefs de gouvernement, mais elle ne sera pas là. Mais un représentant en tout cas des Britanniques, bien sûr. Je pense, oui. Et je vous propose de voir maintenant comment cette journée historique du 6 juin a été vécue précisément par les Londoniens. C'est un reportage de Christian Marimono. Le 6 juin 1944, Londres s'éveille. Une journée presque ordinaire. Les bombardements ont cessé depuis quelques semaines, un répit qui permet à la vie quotidienne de reprendre ses droits. Les Londoniens se rendent au bureau, les usines d'armement tournent au maximum de leur capacité avec essentiellement des femmes aux machines. Principale préoccupation, le ravitaillement. Tout le monde essayait de faire pousser quelque chose, par exemple à Londres, sur les toits, les gens avaient des tomates, des pommes de terre dans des pots, ou des poules, n'est-ce pas? La censure militaire ne permet pas de connaître les mouvements des troupes, et pourtant... Plusieurs jours avant, moi-même et d'autres gens aussi avaient certainement le pressentiment que l'invasion de la France était très imminente. La radio BBC est écoutée avec attention. Le 6 juin 1944, à 9h36, l'annonce historique du débarquement. D-Day has come. Under the command of General Eisenhower, sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Le journaliste de la BBC qui a lu ce communiqué était dans le secret. Un secret bien gardé pendant 6 jours. Dans mon bureau, on a installé un lit et on m'a ordonné de ne pas bouger de ce bâtiment sans l'autorisation de l'officier. Dans la journée, le roi George VI invite son peuple à prier Dieu pour obtenir plus rapidement la paix. Le Premier ministre, Winston Churchill, avait promis du sang et des larmes au peuple britannique. Ce 6 juin, il adresse un message d'espérance aux députés réunis à la Chambre des communes. Le lendemain, les Londoniens vont se précipiter sur leurs journaux qui donnent plus de détails sur le débarquement. Mais le chemin de la paix sera encore long et douloureux. Ce 6 juin 1944, les Londoniens ont vécu une journée un peu moins ordinaire. Cette nuit du 6 juin 1944, Caen était littéralement noyé sous les bombes, des bombardements qui feront bien sûr énormément de victimes civiles, alors que la prison de Caen était le théâtre d'une véritable tuerie. Environ 80 détenus, la plupart des résistants, ont en effet été massacrés à l'intérieur même de la prison par la Gestapo. Récit Valérie Gagé. Il y a eu un bruit de clé, l'œil d'un Allemand et la porte d'une cellule qui a grincé. Il y a eu un escalier en bois, des marches, et au bout de ces marches, une courette. Dans leur cellule, les autres prisonniers ont entendu une rafale de mitrailleuse ou peut-être une balle dans la nuque. Le massacre de la prison de Caen venait de commencer. C'était le 6 juin 1944, au matin. Le bruit de la nuit, tous les mouvements qu'il y a pu y avoir dans le ciel font que les Allemands ont la certitude que le débarquement a eu lieu. Or, l'ordre vient de Rouen, il ne faut laisser personne comme prisonnier politique dans les prisons. Il n'y a pas de camion pour transporter ces prisonniers politiques hors de Caen, et on va donc prendre la seule solution qui reste, c'est-à-dire l'élimination physique. Par petits groupes et jusqu'au soir, les prisonniers sont abattus. Les Allemands les enterrent au fur et à mesure,
dans des fosses creusées près du mur d'enceinte de la prison. 75, 80, 87, on ne sait toujours pas exactement combien d'hommes et de femmes furent fusillés ce jour-là. Car 3 semaines après le massacre, les Allemands ont fait déterrer les corps. Ils ont été emmenés par camion dans un endroit que l'on n'a jamais retrouvé, malgré les recherches. Pour le 50e anniversaire du débarquement, Bernard Boulot essaie de rassembler les photos de tous ceux dont on connaît les noms. Résistant incarcéré à Caen, il a eu la chance d'être transféré dans une autre prison 16 jours avant le massacre. Une chance, car selon les décrets allemands Nacht und Nebel, aucun résistant ne devait tomber aux mains des Alliés. Toutes ces personnes ont donné leur sang pour que le débarquement eût lieu. Ils étaient en possession de nombreux renseignements. Alors les Anglais, récupérant des gens comme ça, rendez-vous compte, ils pouvaient faire le point en une journée avec l'état-major. Alors il ne fallait pas que ces gens-là soient repris par ce que les Allemands appelaient l'ennemi. Le massacre de la prison de Caen demeure un épisode méconnu de l'histoire du débarquement. Peut-être a-t-on cherché à oublier que le jour J ne fut pas qu'un jour de joie. Pour bien des familles, le 6 juin 1944 fut un jour de deuil. Un massacre qui a bien évidemment indigné les résistants français. Je vous propose d'entendre maintenant le témoignage de deux d'entre eux qui sont en compagnie d'Étienne Lénart. Effectivement, Bruno, à mes côtés, Madame Jeanne Ferrès et Monsieur Jacques Vico. Jacques Vico, vous êtes un ancien résistant donc, de cette région de Normandie. Vous venez d'écrire un livre sur les massacres nazis dans la région. Et vous connaissiez les gens qui étaient dans cette prison et qui ont été massacrés par les Allemands. C'est vrai, dans la prison de la Maladrerie, il y avait des résistants qui appartenaient à des réseaux, réseau Arc-en-Ciel, réseau Alliance, groupe des cheminots du Front National, des maquis FTP, qui ont été fusillés après avoir participé très activement à la préparation de ce débarquement. Quel mot vous pourriez employer pour faire comprendre aux générations plus jeunes quel fut le rôle prépondérant de tous ces hommes et de toutes ces femmes pendant la guerre? L'action de la résistance dans cette région a été déterminante dans la préparation de ce débarquement puisque les Alliés connaissaient tout de l'implantation des défenses allemandes, l'implantation des champs de mines, la puissance des canons qui étaient dans les blocos. Cette action de la résistance a été déterminante et a facilité de beaucoup l'organisation de l'assaut du matin du 6 juin. C'est une action extraordinaire, souvent méconnue, déterminante. Eisenhower lui-même a dit que l'action de la résistance dans la préparation et dans le déroulement de ce débarquement, c'était l'équivalent de 15 divisions. Malheureusement que de pertes. Madame Ferrès, vous avez vous-même participé au début de la guerre à la résistance, puis vous avez été arrêté et déporté dans le camp de Ravensbrück. Comment est-ce que vous avez vécu votre 6 juin 1944 ? Eh bien, mon 6 juin 1944, au camp de Ravensbrück, je l'ai vécu avec un très très grand espoir, parce que dès la fin de la matinée, j'étais déjà informé du débarquement. C'est une rumeur qui courait dans le camp. Comment les choses se sont-elles passées? J'en ai eu tout de suite la certitude. Les civils qui venaient dans l'usine dans laquelle je travaillais étaient restés dans un coin, parlaient avec des airs très préoccupés, et des détenus qui passaient à côté entendaient leur conversation. Et on entendait dans tous les coins débarquement, débarquement. Dans toutes les langues, c'était le même mot. Débarquement. Pour vous aussi, ce mot de refus serait le meilleur qualificatif pour évoquer la mémoire de tous les résistants qui ont payé de leur vie la guerre? Oui, exactement. C'est le refus de la défaite, le refus de l'humiliation ressentie dès l'arrivée des troupes d'occupation. C'est le refus à tout ça. C'est évident que ça a justifié l'engagement de tous les résistants. Je vous remercie tous les deux. Voilà Bruno. Merci beaucoup Étienne. Dans quelques instants, nous reviendrons ici au Mémorial de Caen pour terminer cette édition tout à fait exceptionnelle. Auparavant, je vous propose de prendre la direction de Paris. Nous allons retrouver Philippe Lefebvre qui va dérouler pour nous l'essentiel de l'information. Survol de l'actualité, donc, avec d'abord l'affaire Pinot-Valenciennes. Didier Pinot-Valenciennes a été entendu une grande partie de la journée par les gendarmes à Bruxelles. Une éventuelle libération du PDG du groupe Schneider ne sera discutée que demain après-midi, après une nouvelle audition demain matin du dirigeant de l'entreprise. Fait divers, une tentative de hold-up a eu lieu ce matin dans un bureau de poste de Marseille. La police fait état d'un mort et d'un blessé grave. Tous deux sont employés de ce bureau. Celui qui a été tué avait 30 ans.
Le malfaiteur a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir. Il s'agit d'un truand de 45 ans, récidiviste. En bref encore, le siège de la fédération départementale du Front National des Bouches-du-Rhône a été dévasté la nuit dernière par un attentat qui n'a pas fait de victimes. Les dégâts en revanche sont considérables. Un correspondant anonyme a revendiqué cette action au nom d'un noyau autonome d'action antifasciste. Arrestation à Rives, dans l'Isère, de l'un des chefs de clan de la mafia sicilienne, Calo Cheropulsi, 34 ans, séjourné sous une fausse identité chez des parents. 2 mandats d'arrêt internationaux avaient été lancés contre lui par la justice italienne. En Italie, justement, la police a effectué une centaine d'interpellations dans le cadre d'une opération anti-mafia. Les policiers enquêtaient sur 50 règlements de compte et sur des affaires de raquettes. Plus de 1000 hommes avaient été mobilisés pour ce coup de filet. Au Rwanda, les combats ont repris et se sont intensifiés entre forces gouvernementales et opposants du Front patriotique rwandais. En Bosnie, les négociations sur un cessez-le-feu ont pu reprendre aujourd'hui à Genève. Enfin, une catastrophe aérienne en Chine. Un Tupolev 154 d'une compagnie chinoise s'est écrasé peu après le décollage dans le centre du pays. Il y avait 160 personnes à bord. Il n'y a aucun survivant. Selon les premières constatations, l'appareil aurait explosé en vol. Philippe Boisserie. Le Tupolev 154 n'aura volé que 8 minutes avant de s'écraser dans ces champs de la banlieue de Xi'an. Les morceaux éparpillés de la carlingue corroboreraient les témoignages faisant état d'une explosion en vol de l'appareil. Une aile se serait détachée. Une situation qui n'a laissé aucune chance aux 160 passagers, parmi eux 10 étrangers. Sur la boîte noire, des inscriptions en russe. La China Northwest Airlines avait acheté le Tupolev à une compagnie russe. Outre sa fiabilité, c'est la qualité du trafic aérien chinois qui est en jeu. Manque de pilotes confirmés, pénurie de techniciens et de contrôleurs. À tel point que le responsable de l'aéronautique chinoise parle dernièrement de dizaines d'incidents. Près de 400 personnes ont péri en Chine ces 2 dernières années dans des catastrophes aériennes. L'Association internationale des passagers désigne même ce pays comme un des plus dangereux. La mort de Toto Bicinte, la chanteuse et comédienne haïtienne, est morte dans son pays, à Port-au-Prince, à 60 ans. Elle a longtemps vécu en France, où elle avait fui la dictature du clan Duvalier. L'an dernier, on la voyait apparaître une dernière fois dans un film de Raoul Peck, L'homme sur le quai. Ce film avait été présenté au Festival de Cannes en 1993. Il fustigeait le régime haïtien. Levez la dame! La mort donc de Toto Bicinte. Un mot du temps pour demain, c'est le retour du soleil et du beau temps. Nous retrouvons maintenant bien sûr Bruno Mazur. Merci Philippe Lefebvre. Bien ici il fait plutôt très beau alors que ce matin c'était franchement pas beau. Nous allons terminer peut-être par un sourire après avoir évoqué des événements évidemment dramatiques. Le sourire, c'est qu'en France, il y a toujours un petit peu des grincheux et que c'est vrai que ce débarquement a fait un certain nombre de malheureux, ceux qui n'avaient pas le bombage ou tout simplement ceux qui se sont un petit peu énervés dans les embouteillages. Il faut dire que c'est extrêmement difficile de circuler dans cette région. Je vous propose de découvrir ce petit reportage en clin d'œil signé Renaud Fessaguet. Par là? Oui. Vous pouvez venir là? Qu'est-ce qu'on fait là derrière? Dites-moi parce que là... Vous revenez. Ah oui, on a fait un tranché génératoire pour les convois officiels. Le jour le plus long, c'était aussi pour tous ceux qui voulaient rejoindre Omaha Beach. Les Normands, eux, n'ont même pas essayé. Ils étaient tout simplement interdits de sortie. On est bien. On les voit passer là et on les regarde à la télé arriver. On est juste ce qu'il faut. Il faut aussi se mettre à la place que tout le monde ne peut pas y aller. Mais c'est un peu trop officiel, si vous voulez. Ça serait plus sympathique que même les anciens puissent y aller. Les gens qui ont vécu ça, comme mon père, comme beaucoup d'autres personnes qui ont vécu. Plus près des plages, aucune chance non plus d'apercevoir le moindre bout de cérémonie sans invitation officielle ni badge. Bon, on vient du terrain réservé à ceux qui ne peuvent pas voir, quoi. Si vous voulez y faire, on n'y peut rien. Hein. C'est un peu dommage. Ouais, mais enfin, on a vu le passage de tous les grandes autorités, là, ça nous a donné un peu d'idée. On a vu où le pognon y passe. Et ça passe tellement vite qu'on voit pas grand-chose. Après, ils sont quand même sympas parce qu'ils nous font un signe de la main, oui, alors que souvent les Français, ils ne le font pas. Oui. C'est vrai. Pire encore pour cet Anglais qui, malgré son ticket d'accès, n'a jamais pu passer. Je suis très déçu. D'ailleurs, j'ai vu le prince Charles hier et il m'a dit « Harry, vous savez, la reine vous attend ». Il en faudrait plus de toute façon aux vieux vétérans pour perdre le sourire.
Voilà, dans un instant, vous allez revoir la vie du général Patton. Nous resterons bien sûr sur cette Seconde Guerre mondiale. Ce journal exceptionnel est terminé. Je voudrais remercier très sincèrement Pierre Géraud, François Ponchelet et surtout toutes les équipes techniques et la HF2 qui s'est vraiment beaucoup démené dans des conditions très difficiles pour effectuer ce journal. Derrière moi, derrière ce mémorial de Caen, vers 10 heures, un grand spectacle son et lumière, environ 60 000 personnes sont attendues. Une nouvelle fois donc, ces spectateurs, les responsables du gouvernement qui seront là, qui sont venus des 12 pays, rendront hommage à tous ceux qui ont donné leur vie il y a 50 ans sur les plages de Normandie. Et je vous propose de vous quitter sur les dernières images, précisément d'une sonnerie aux morts ce matin à la plage d'Utah Beach. Bonsoir, merci. This is the Army, Mr. Joe. No prime rules or telephone. You've had breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the Army, Mr. Green. This is the Army, Mr. Green.